Brexit est dans l'actualité, bien évidemment, et je demandais à un journaliste de la radio anglaise, journaliste aussi de la télévision en région, à Portsmouth, c'est sur la côte sud de l'Angleterre, de nous rejoindre pour évoquer ce Brexit. Jonathan Hines, bonjour. Oh, bravo, merci. Je suis ravi d'être là, Martial. Merci. Merci à vous d'être là. Vous avez étudié à l'université de Westminster. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps, pas si longtemps que ça, et vous êtes proche, déjà longtemps. proche du mouvement pour le Brexit, qui est le UKIP de Nigel Farage. Oui, c'est ça. Nous allons bénéficier de votre présence pour découvrir ce qui est important, c'est-à-dire votre regard, et à travers vous celui de la Grande-Bretagne, sur l'actualité nationale et aussi internationale. Le sommet de l'Union européenne s'est achevé le mercredi 17 octobre, il y a quelques jours, par un blocage concernant ce fameux Brexit. Le Premier ministre britannique Theresa May est reparti, comme l'on dit, les mains vides. Comment vit-on cela outre-Manche? C'est douloureux, c'est long. J'ai toujours dit aux gens, avant le référendum, j'ai toujours dit qu'on allait devoir traverser une période très compliquée, très dure, mais c'est beaucoup plus long et plus douloureux que j'aurais prévu. Hein. Et les Anglais sont vraiment en colère en ce moment. Ils sont fatigués, mais en même temps, beaucoup de monde sont optimistes. Moi, je suis optimiste aussi qu'on va sortir d'une façon ou une autre. Alors, quand ils disent en colère, sous quelle forme ça prend? Est-ce qu'il y a par exemple des manifestations de rue, ou est-ce que c'est une colère qui s'exprime à travers la presse ou par des pétitions, des choses comme ça? On a plein de choses, bien sûr, en ligne. Sur les réseaux sociaux, mais oui, il y a une série de manifestations récemment en Angleterre, dirigées par Nigel Farage et d'autres, et même dans ma ville natale, il y a eu une conférence, il y avait des milliers de personnes là la semaine dernière pour sauver le Brexit, parce que maintenant il y a des gens qui se désespèrent. Donc là, les manifestations que vous évoquez, c'est des manifestations qui veulent que le référendum ait son application dans la réalité politique, c'est ça? Donc ils font pression sur Theresa May. Oui, c'est ça. Et Theresa May a toujours, abattu. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Elle est quelqu'un de très forte, quelqu'un de très élégante. J'aime bien Theresa May, mais je crois que peut-être elle n'était pas la meilleure personne pour s'occuper de ces négociations. Je crois que, contrairement à son caractère normal, elle a été un peu trop diplomatique, pas suffisamment dure, pas suffisamment fort. Alors le président Macron, c'est le président français, a indiqué qu'il appartenait à Theresa May de, je cite, revenir avec des solutions, la date n'est pas fixée, on parle de novembre, et d'évoquer le nœud de la négociation qui est la question de l'Irlande. D'ailleurs, pas seulement de l'Irlande, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est cette question de l'Irlande, concrètement? Un peu comme la question de l'Écosse. Oui, c'est compliqué, c'est très... Si les Français pensent peut-être à un exemple, la Corse, c'est un peu comme ça, parce que l'Irlande du Nord, c'est une région avec une culture différente, mais ça fait l'Irlande du Nord, une petite région, fait partie du Royaume-Uni, tandis que la République d'Irlande est, un pays étranger. La République d'Irlande, ils sont dans l'Union européenne, mais c'est un pays étranger, c'est pas du Royaume-Uni. C'est un pays indépendant. Oui, c'est ça. Et donc, ça c'est pourquoi c'est tellement compliqué et tellement pénible. Et aussi parce que si je m'excuse de changer de thème, mais avec l'Écosse, la plupart des Écossais n'ont pas voté pour le Brexit. Mais l'Écosse fait partie du Royaume-Uni. Donc, c'est une question diplomatique très, très épineuse. Alors, à la différence, si j'ai bien compris, que Theresa May n'a pas besoin pour sa majorité des voix écossaises qui sont majoritairement de gauche et qui ne sont pas conservatrices, donc elle n'a pas besoin de cet apport-là, alors qu'elle a besoin de l'apport des unionistes. Oui,
Elle en a besoin et d'Irlande. Oui, c'est ça. Et c'est une chose, comment dire, l'Irlande du Nord, ce n'est pas une région très grande. Mais en même temps, cela a ralenti les négociations. Cela nous a donné encore une impasse. Nous avons déjà beaucoup d'impasses et ça nous donne encore un autre. Et quelle est la difficulté? On comprend mal quelle est la difficulté. Alors, je lis la presse, on me dit il faut faire un compromis sur le backstop, un filet de sécurité qui permettrait d'éviter le retour d'une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. C'est pas forcément très clair, cela. Ça veut dire quoi? Non, c'est ça, parce qu'ils veulent éviter ça, parce que la majorité des Français vont savoir beaucoup sur les violences qu'on a eues dans les années 70 et dans les années 80, parce qu'il y avait des Irlandais de la République, ça c'est la plus grande partie de l'île, qui voulaient que la nation d'Irlande soit unie dans une seule île. Et on a eu tellement d'années de violence, c'était des violences, c'était du terrorisme, c'était vraiment sérieux, vraiment grave. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas un retour à une frontière dure. On veut garder un peu d'unité en Irlande et n'avoir pas une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. La Grande-Bretagne semble... J'espère que ça clarifie un peu la question. La Grande-Bretagne semble bel et bien dans une impasse politique. On voit Theresa May qui est un peu prise en étau entre, d'un côté, on parlait, ces unionistes nord-irlandais dont elle a besoin pour sa majorité, et les hard Brexiters qui font pression, comme vous l'avez dit d'ailleurs, par les manifestations, des conférences sur le gouvernement. Et on a l'impression que, prise en étau, elle est inefficace, inopérante. Oui, il y a beaucoup qui ont demandé la démission de Theresa May plusieurs fois. Il y a d'autres qui pensent qu'elle est quelqu'un de peut-être un héros, hein, parce que elle a réussi, entre guillemets, de certaines façons, à équilibrer tellement de choses divergentes. Mais il y a ceux qui appellent sans cesse pour sa démission, mais pour moi, je la soutiens. Moi, je veux qu'elle reste. Je crois qu'elle va rester et elle va, aller jusqu'au bout. Et on va trouver le deal, le compromis. Le compromis, oui, c'est ça. C'est le terme utilisé communément par l'Union européenne. On a le mot compromis en français qu'on peut utiliser facilement. Vers le compromis. Compromise, oui, compromis. Oui. Dans nos échanges... Mais il semble pratiquement impossible d'avoir un compromis avec Bruxelles. C'est comme ça qu'il semble que Bruxelles veut faire croire aux gens que la Grande-Bretagne est comme un enfant qui se comporte pas bien, comme un île qui va être isolé, un île qui a agité des problèmes, qui va avoir des ennemis partout en Europe et tout ça. Et c'est vraiment cruel, c'est vraiment injuste de oui, on a des échanges, aux gens. On a des échanges réguliers et vous m'avez fait part de votre agacement. Vous m'avez dit un jour, je suis agacé par l'Union européenne. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est le fait que vous pensez que la Grande-Bretagne est traitée avec mépris et condescendance par l'Union européenne, peut-être aussi par, non pas la France, mais par le gouvernement français, Emmanuel Macron? Oui, absolument. C'est comme l'Union européenne est pour moi une machine, entre guillemets, gouvernementale très dangereuse. Et il y a ceux qui veulent désespérément que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Et ils semblent ignorer la corruption, ils semblent ignorer la nature dangereuse de l'Union européenne. Ils semblent ignorer tout ça complètement. Ils ne veulent pas en parler. Ils veulent que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Et pour moi, ça, c'est une façon de penser très dangereuse et très aveugle. Est-ce que vous j'arrive pas à comprendre.
Oui, d'autant plus que ce que vous me dites souvent, vous me dites, mais en fait, Emmanuel Macron s'attaque à la Grande-Bretagne, mais en fait, dans son pays, de près ou de loin, il y a quasiment plus de la moitié des Français qui ont voté pour une forme de Brexit soft ou hard, selon les termes anglais, doux ou dur, mais que dans tout ce panel qui va de M. Dupont-Aignan à Mme Le Pen, en passant par M. Asselineau, par M. Philippot et de beaucoup d'autres, une partie d'ailleurs des Républicains, il y a cette forme de vouloir changer de cette Union européenne et sortir de Bruxelles. Et donc vous dites que c'est une injustice en plus d'être du mépris. Oui, c'est ça. Pourquoi on parle de la Grande-Bretagne comme unique et isolée face à une Europe qui va être son ennemi, quand il y a énormément de gens dans tous les pays européens, à peu près, on peut dire, la moitié des Français, par exemple, qui veulent sortir leur pays de l'Union européenne. Donc il y a des Brexiteers partout en Europe. Donc pourquoi on parle de la Grande-Bretagne comme une nation qui se comporte mal, qui agite des difficultés, des problèmes, qui ne coopère pas? C'est ça qui me rend vraiment indigne. On peut se dire aussi que dans l'histoire, la Grande-Bretagne a peut-être fait plus appel récemment, dans son histoire récente, aux États-Unis plutôt qu'au reste de l'Europe. Elle a plutôt joué cette carte des États-Unis plutôt que la carte de la solidarité avec l'ensemble de l'Europe. Est-ce qu'on ne paie pas un peu cela aussi? Il y a un peu de cela, et même Charles de Gaulle a dit, je crois en 65, que la Grande-Bretagne ne devrait pas joindre ou faire partie de l'Union européenne. Il a dit en 65 que la Grande-Bretagne ne devrait pas faire partie de l'Union européenne. Il a dit que l'Union européenne, c'était un escroquerie, un arnaque. Il a dit ça en 65. Quelle sagesse, hein? En 65, il y a 50 ans. Est-ce qu'il y a des arguments quand même qui plaident en faveur de ceux qui veulent un deuxième référendum? Je lis par exemple une récente étude du CER, qui est le Centre pour la réforme européenne, Center for European Reform, un machin, quoi, un gros groupe d'études, affirme... Il en a beaucoup. Hein. Oui, c'est ça. Finalement, j'aurais dû commencer par ça. Il y a un comité pour tous. Hein. Voilà, j'aurais dû commencer par ça. Mais néanmoins, il affirme que la taille de l'économie britannique est environ 2,5% inférieure à ce qu'elle aurait été si le oui au maintien dans l'Union européenne l'avait emporté. Et cette étude prouve que le Brexit coûte 500 millions de livres par semaine à l'État britannique. Oui, c'est ça. Et c'est bien sûr qu'il y a des choses aussi qu'on reçoit de l'Union européenne. Mais la Grande-Bretagne a un des taux de chômage les plus bas de l'Europe, avec l'Allemagne. Et je trouve cette façon de penser, comment dire, très très négative, cette façon de penser très défaitiste, une façon de penser de défaite, qu'on n'est pas suffisamment fort, qu'on compte sur l'Union européenne et qu'on est rien sans l'Union européenne. J'ai du mal à comprendre ce genre. Est-ce que la situation économique a empiré depuis le vote sur le Brexit en Grande-Bretagne? Est-ce que la situation économique, sociale des Anglais a baissé? La pauvreté s'est accrue? Non, pas du tout. Non, il y a eu énormément de prévisions très inquiétantes qui faisaient peur aux gens. Et ces choses-là, pour la plupart, ne se sont pas produites. Il y a des nations partout dans le monde qui ont exprimé leur volonté de travailler avec nous, de faire des accords avec nous. C'est sûr qu'il y a il y a pas mal de gens qui ont dit qu'ils vont quitter la Grande-Bretagne à cause du Brexit, les gens qui sont venus d'autres pays européens. Et moi, je trouve ça triste parce que c'était pas une vote, raciste ou xénophobe. On n'a rien contre telle ou telle nation en Europe, ça n'a rien à voir. Dites-moi, regardez, Robin Walker, qui est votre sous-secrétaire d'État chargé du Brexit.
quand il intervient dans la presse, il dit, il cherche de manière urgente même à rassurer les ressortissants de l'Union européenne, donc aussi les Français, en disant, dans tous les cas, tous ceux qui sont installés en Grande-Bretagne, ils peuvent rester. Donc il y a bien cette idée-là. Est-ce que c'est une invention? Mais il y a cette idée que les jeunes qui sont venus à Londres, à Londres on entend maintenant quasiment parler plus français qu'anglais, quelquefois, hein, eh bien, est-ce que ceux-là, ils n'ont pas le sentiment qu'ils vont devoir rentrer? Et s'il faut leur repréciser, c'est qu'ils l'ont cru. C'est une peur, oui. C'est une peur. C'est une peur fondée ou infondée? C'est un peu entre les deux. Parce que pour les gens c'est plutôt à voir avec l'immigration dans l'avenir que l'immigration qui s'est déjà passée. Cette vote, les gens ont voté pour une immigration différente à venir, une immigration différente dans l'avenir, pour changer notre façon de gérer l'immigration. C'était pas pour faire partir les gens qui sont déjà là, les gens qui ont un emploi, qui ont payé leurs impôts, ça n'a rien à voir avec ça. Dans l'avenir, je suis convaincu qu'on va avoir une politique d'immigration plus logique, comme beaucoup de pays dans le monde, qui est fondée sur ce que les gens choisis. Oui, les gens dont vous avez besoin. Oui, dont nous avons besoin. Et pas, un excès sans limite. Maintenant, jusqu'à récemment, il semble que c'est du n'importe quoi. C'est une fête pour tout le monde, n'importe qui peut venir. Il n'y a pas de limite. Et c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est corrompu. Pour moi, il n'y a pas de limite. Alors que dans l'avenir, il va y avoir des gens qui viennent, les gens dont nous avons besoin, les gens, mais pas trop d'excès. Quand vous êtes à Londres, vous êtes à Portsmouth, c'est un peu plus loin. Mais quand vous êtes à Londres et que vous voyez dans un pub quelquefois un match de football avec la France et un autre pays et que l'ensemble du pub soutient la France et que tout le monde parle français, vous n'avez pas une réaction en vous disant c'est Londres qui change? C'est plus Londres? Oui. Le niveau d'immigration qu'on a eu... c'est pas les Français qui posent problème. C'est pas les Français qui posent problème. Les gens ne parlent pas des Français. Ils ne sont pas inquiets des Français. Ils sont inquiets. Les gens sont en colère du niveau de l'immigration, de la vitesse de l'immigration dans une période de temps si courte. Et pour la plupart des gens qui sont venus, qui travaillent très dur quand même, qui travaillent très dur généralement, les gens qui sont venus de l'Europe de l'Est. Mais oui. Pour moi, c'est terrible, c'est corrompu. Comment on a géré l'immigration et comment on a imposé ce niveau d'immigration dans une période de temps si courte aux gens et ils sont obligés de l'accepter. Il y a des gens en France qui ont utilisé, c'est Renaud Camus qui en a été le créateur, ce terme de grand remplacement. Hein, oui, c'est ça. Oui. Est-ce que vous pensez que la Grande-Bretagne est aussi placée devant ce phénomène de grand remplacement? Oui, c'est ça. Les gens parlent d'accueillir tout le monde, d'aider tout le monde. Et moi, je suis humanitaire comme la plupart du monde. Moi, ce n'est pas... mais il ne s'agit pas de l'humanité. Pour moi, il s'agit d'une sorte de corruption, d'avoir une immigration de cette vitesse, de cette ampleur dans une période de temps si courte. C'est pas accueillir des gens, c'est pas... ce n'est pas l'humanité, c'est un manque de respect pour la nation. Et la nation est une phénomène très important. C'est une chose saine. Hein. La nation, il faut avoir des nations, des identités, mais il y a des gens de gauche et même du centre, pour employer je sais que ces termes gauche et droite sont surutilisés, sont un peu clichés, mais il y a des gens de gauche qui se foutent du concept de la nation.
Donc ils ne comprennent pas que la nation, c'est quelque chose absolument... c'est quoi le mot que je cherche en français? C'est indispensable, vital. Indispensable, c'est ça. C'est indispensable. Et il y a énormément de Britanniques qui ne reconnaissent plus leur quartier, leur ville. C'est pas seulement à Londres, c'est même dans les villes un peu plus petites. Il y a des gens qui disent qu'ils ne reconnaissent plus leur quartier. Et on ne peut pas dire que toute cette immigration de cette ampleur a été nécessaire. Ce n'a pas été nécessaire. C'est plus qu'excessif. Hein. C'est une forme de corruption, à mon avis, parmi les politiques qui ont permis ça d'arriver de cette façon. Je voulais vous remercier d'être venu jusqu'à nous pour évoquer ce sujet. J'ai vraiment une dernière question. Quelle attitude du peuple anglais bientôt, du peuple en Grande-Bretagne? On dit souvent en France que si un nouveau référendum avait lieu, les anti-Brexit eh bien, gagneraient la partie. C'est le Brexit serait revu et ne serait pas appliqué. Oui, il y a ceux qui disent ça, mais il y a ceux qui disent que davantage de gens voteraient pour sortir. Parce qu'après avoir vu ce qui se passe ces derniers 2 ans, et cela a été douloureux, il va y avoir, je crois, des gens aussi, on peut dire, qui ont vu les difficultés de sortir et comment nous avons été traités par certaines personnes à Bruxelles, et ils vont voter. C'est plus probable qu'ils vont changer d'avis, et cette fois, ils vont voter pour sortir. Mais il n'y a pas d'élection européenne en mai prochain, puisqu'il n'y aura plus de députés anglais à Strasbourg et à Bruxelles. Les prochaines échéances électorales, si elles sont respectées en Grande-Bretagne, c'est quoi la prochaine élection? Sauf si, bien évidemment, le gouvernement tombe. Mais quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine élection? On a le parti travailliste, je veux dire de gauche, un peu comme en France, vous avez Jean-Luc Mélenchon. Ils ont essayé de pousser récemment pour une élection, parce que pour virer Theresa May. Mais s'il y a la principale chose que les gens veulent d'un accord, c'est l'arrêt de la libre circulation des personnes. Comment dire en français, la free movement of people, le mouvement... la liberté de mouvement des peuples et des gens. Ouais. Ils veulent un arrêt à ça. Et s'il n'y a pas ça, ça ne servirait à rien pour la plupart du monde. Merci beaucoup à nouveau de vous être exprimé en français, bien évidemment, et d'avoir supporté mon mauvais accent. Non, bravo, je suis ravi d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup, Martial.